Ok, bon, monsieur Loche, Oui. ce soit le bienvenu dans notre ferme ici à Banjok. Ok. Oui, donc comme vous pouvez le constater, elle est encore en construction. Mais là, nous avons le premier bâtiment qui est la ferme. C'est là où nous allons faire l'élevage de la volaille. Ici, vous avez le campement des travailleurs. Oui, c'est un bâtiment qui va être étendu. On va l'étendre par la suite. Mais déjà, ils peuvent rester là. Vous Bon, êtes ici sur quelle superficie? là, c'est 10 hectares. 10 hectares. Sur les 10 hectares, vous faites quoi présentement? Bon, sur les 10 hectares, on a commencé avec la ferme, comme je disais tantôt. Oui. On a derrière la ferme, un peu en arrière, il y a le champ de maïs et on a aussi fait le pois cajan. Le pois cajan. Oui, donc ce sont des aliments qui vont entrer dans la composition, la nourriture du bétail. Oui. Et vous êtes ici depuis combien de temps déjà? Bon, ici, là, on peut dire pratiquement 8 mois. Pratiquement 8 mois. Oui. Donc c'est en 8 mois que vous avez fait tout ce que Oui, je en vois 8 déjà. mois, oui, en 8 mois, nous avons fait ça. Ça veut dire que le projet ici, c'est plus agriculture et élevage. Oui, en effet. Et puisque je suis là pour le domaine de l'élevage, quelles sont les spéculations qui vous intéressent? C'est quoi également le projet? Non, le projet, comme je disais tantôt, c'est l'élevage. On va faire l'élevage de la volaille dans les poulets. Oui. Oui. On va voir les espèces qu'on va mettre et on va en parler. Oui. Et au-delà même des volailles, on va aussi faire les porcs. Les porcs. Oui. Et justement, vous allez même nous aider à trouver un emplacement adéquat, idéal pour l'élevage des porcs. Ok. On peut marcher, hein. Je vais vous montrer, oui, je vais vous montrer. Donc si je comprends bien, ça c'est la première campagne de maïs que vous lancez sur ce site. Oui, en effet, la première campagne. Ça produit quand même. Oui, Il y a quand même les résultats, ça se voit un peu. Ouais. Ok. Ça c'est le forage. Hein. Oui, en effet. Ça a pris, ça a fonctionné. Oui, ils ont foré, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont mis ça à combien de mètres? Bon, on est à 88 mètres. Ils ont trouvé l'eau à 88 mètres. 88 mètres? Ils ont trouvé l'eau à 88 mètres. Aïe. Ça n'a pas vraiment été facile. Et là, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez faire le forage solaire ou le forage électrique? Parce que je vois là, il n'y a pas d'électricité dans la zone. Oui, il n'y a pas d'électricité. Oui. Donc, du coup, ça nous oblige à faire un forage solaire. Oui, voilà. Là, vous voyez le château d'eau qu'il y a en finition. Oui. Il manque juste l'installation, la mise en installation. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est que lorsqu'on est dans une zone où il n'y a pas l'électricité, vous voyez, non? La meilleure chose à faire, c'est de mettre un forage solaire. Ok. Parce que j'insiste sur le forage solaire. Pourquoi? Parce qu'avec le forage solaire, il est bien vrai que c'est un peu coûteux, on se comprend, mais ça vous épargne le fait que chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, vous soyez en train d'entrer avec le carburant à la ferme, en train d'entrer le carburant. Chaque jour, on vous appelle. Les porcs n'ont pas de l'eau, les poulets n'ont pas d'eau, et tout en sachant que l'eau, c'est la vie. Donc, mieux vaut mettre un forage solaire qui, on sait déjà comment, lorsqu'il fait jour, ça lance automatiquement. Voilà. Et pour que ça marche bien, il faut seulement les bonnes batteries. Justement. De telle sorte que même si c'est en saison pluvieuse, il faudrait que le petit soleil qui sorte puisse déjà charger les cubiténaires. Et surtout, il faut avoir les très grands cubiténaires aussi pour pouvoir stocker. Voilà, les voilà même justement, les voilà. Vous avez pris les, oui. les Donc 3000 litres. On a 3000 litres et 2000 litres à côté. Voilà, c'est très bon. Voilà. Donc, c'est que le 3000 c'est pour la grande réserve et 2000 maintenant peut-être pour les animaux. C'est très bien. Justement. Parce que l'inconvénient avec le forage solaire, c'est au niveau du carburant qu'il faut entrer chaque jour. Et généralement, quand on est dans les zones un peu reculées comme ça, c'est aussi un peu compliqué. Justement. Et donc voici donc le poulailler, la ferme. Poulailler. Les planches sont sorties sur le site. Non, on a dû acheter les planches. Vous avez acheté? Oui, on a acheté les planches. Moi, généralement, quand on est sur un site où c'est déjà abattu, où on ne peut pas facilement trouver les planches sur le site, moi, je conseille généralement aux promoteurs d'acheter, de faire un bâtiment une fois définitif. On se comprend. Parce que si je venais ici avant que vous ne construisiez le bâtiment, moi, je vais dire que s'il n'y a pas les planches sur le site, s'il n'y a pas les arbres pour avoir les planches, il est préférable d'acheter une fois conçu, faire un bâtiment définitif. Parce que quand vous faites une légère comparaison entre les deux, généralement, on voit qu'il n'y a pas une grande différence. D'accord, je vois. On voit qu'il n'y a pas une grande différence. Alors que maintenant, au niveau de l'amortissement, maintenant, un bâtiment définitif, vous voyez que vous allez l'exploiter longtemps. Alors qu'un bâtiment comme celui-ci, il est bien vrai qu'on va l'exploiter longtemps, mais ça ne pourra pas durer vraiment pour un bâtiment définitif. Alors que les coûts sont pratiquement sensibles. Parce que généralement, si on prend vraiment les bonnes planches,
si on prend vraiment les bonnes planches, on va voir que le prix sera sensiblement égal au parapet. On se comprend, voilà. Mais là, certaines personnes, ils préfèrent faire avec les planches. Bon, ça dépend du choix du promoteur aussi. Parce que c'est un promoteur qui préfère parfois faire un test d'abord avant de faire quelque chose de définitif. Oui, mais généralement, c'est mieux de faire des bâtiments définitifs si les planches ne sortent pas du terrain. D'accord, c'est pas mal, Mais j'ai vu aussi sur le bâtiment, vous n'avez pas mis les lanternes. Les lanternes au milieu. Au milieu, parce que généralement, au milieu, il faut les lanternes. Les lanternes, c'est ça qui permet la ventilation verticale. Donc, parfois, quand il y a tellement de chaleur dans le sol, parce que généralement, ça se lève aussi. Il faut que ça arrive là. Ça peut sortir. Voilà. Mais ce qui est bien déjà, même c'est pas grave. C'est pas tuant parce que le bâtiment lui-même est aéré. Le bâtiment est aéré. D'accord, ok. Un mot de cela. Bon, voilà, en arrivant donc au point crucial. Donc, c'est-à-dire, je disais, on peut mettre plusieurs types d'espèces de volailles. Le choix n'est pas encore arrêté, vous voyez. Et c'est vrai qu'on avait une préférence pour les poulets pantalonnés. Mais déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous trouvez ça comme judicieux, un choix judicieux? Les poulets pantalonnés. Bon, les poulets pantalonnés sont très bien, on se comprend. Parce que ici, nous sommes dans une très bonne zone aussi pour la production des poulets pantalonnés. Moi, je dis que les poulets pantalonnés sont bien. Pourquoi? Parce que quand vous vous lancez dans ça, vous avez la possibilité, une fois que vous avez vos reproducteurs, de contrôler toute la chaîne. Ça veut dire que quand vous prenez vos reproducteurs, ça peut être peut-être que les poussins d'un mois ou les prêts à pondre, ça dépend de vous. Généralement, il est mieux de prendre les poussins d'un mois pour que lorsqu'ils arrivent, ils se familiarisent au milieu avant de commencer à pondre. Vous pouvez directement prendre aussi les prêts à pondre pour que quand elles arrivent chez vous, elles ont autour un mois, elles commencent à pondre. Donc, ça dépend de tout un chacun. L'avantage qui est bien, c'est que lorsque vous avez vos reproducteurs, à partir de 6 mois, elles commencent à pondre. Vous avez vos œufs. Ces œufs-là, maintenant, on les appelle les OAC. Ça veut dire que vous avez la possibilité de les incuber à l'aide d'un incubateur. Après 21 jours, vous avez les poussins. Ces poussins-là, vous pouvez les vendre. Vous pouvez décider de vendre aussi les œufs que vous avez obtenus directement. On se comprend. Vous pouvez décider aussi d'engraisser directement. Donc, peut-être que tous les poussins que vous avez, vous les mettez en engraissement, vous les engraissez. Et après, vous les vendez. Ou vous augmentez votre cheptel directement avec. Parce qu'à partir de l'âge adulte, ils vont commencer aussi à pondre. C'est comme ça que, au fil du temps, vous pouvez commencer, vous avez un petit cheptel même de 20 boules, 5 coques comme ça là. À moins d'un an, vous prouvez que vous avez un très grand cheptel. Donc, c'est l'avantage avec les poulets Brahma. Mais maintenant, la difficulté maintenant avec les poulets Brahma, c'est que, quand je t'avais demandé quand je suis arrivé, que vous voulez prendre combien? Vous m'avez fait comprendre que vous voulez prendre 200. Un peu plus. Voilà. Je crois qu'on ira même jusqu'à 700. Voilà, vous voulez prendre 700 poulets Brahma. Voilà. Moi, je vais préférer vous dire la vérité. Vous voyez, non? Je préfère vous dire une fois la vérité. Parce que c'est qu'il y a certaines personnes qui confondent poulet Brahma peut-être aux pondeuses. Ou parfois aux poulets de chair ou aux pondeuses. Surtout aux pondeuses. On se comprend. Il y a une très grande différence entre les deux. Tu ne peux pas peut-être vouloir produire les œufs. Tu migres vers les poulets Brahma. Non. Si tu veux produire les œufs, il faut aller vers les pondeuses. On se comprend bien. Il faut aller vers les pondeuses. La difficulté avec les poulets Brahma, généralement, c'est plus au niveau de la commercialisation. On se comprend. C'est pour ça que moi, j'ai constaté, de par mon expérience, j'ai déjà accompagné plus de 500 fermes dans l'élevage des poulets Brahma. Mais j'ai constaté maintenant que ceux qui se sont lancés à grande échelle, ils ont eu beaucoup de difficultés. On se comprend. Ceux qui prenaient aussi les reproducteurs chez moi, ils ont eu beaucoup de difficultés au niveau de la vente. Vous voyez. Beaucoup de difficultés. Parce que quand tu es là dans une activité où le marché n'est pas sûr, on se comprend. Parce que toi-même, tu veux te lancer dans ça, je demande que toi-même, depuis que tu es à Yaoundé, tu as mangé le poulet Brahma combien de fois? Tu vois que ça sera compliqué de reprendre. Ça sera compliqué de reprendre. Tu vas voir que pour consommer le poulet Brahma, le prix d'abord, un poulet reproducteur, c'est 10 000. On se comprend. Si tu engraisses comme ça et que tu dis que bon, tu veux faire le salade à vendre aux gens moins cher, ton coût de production, c'est au moins à 5 000, 6 000. Vous voyez un peu. Maintenant, combien de Camerounais ou combien d'Africains pourraient acheter un poulet de 3 kilos à 8 000 ou 10 000? Rare, on se comprend. Ça veut dire que le marché là-bas, c'est plus pour ceux qui prennent pour élever aussi ou pour la consommation. Il est bien vrai que nous-mêmes, avant, on avait eu des difficultés pour vendre nos sujets. Mais heureusement, on a eu travaillé quand même avec quelques supermarchés
avec quelques restaurants. Les restaurants qui font le kati là. Voilà, ils commencent à chez nous. Ils prennent à quel prix? Ils sont surtout en train de vendre à 5 000 parce qu'on veut écouler le cheptel. C'est pour ça que si vous lancez dans le lait de poulet Brahma, il faut éviter de commencer avec un très grand cheptel. Sinon, vous serez buté. On se comprend. Sinon, vous serez buté parce que la demande n'est pas vraiment assez élevée. La demande n'est pas vraiment assez élevée. Donc, moi, je préférais que vous lancez dans une activité où vous êtes sûr du marché. Par exemple, nous sommes ici en Banjok. On se comprend. Il y a les boutiques. Vous voyez que si au lieu de lancer peut-être dans les pondeuses, de faire des grands investissements comme vous lancez les poulets Brahma, si vous faites des grands investissements comme ça, vous lancez dans les pondeuses. Moi, je suis sûr à 100% que Banjok et même la petite ville d'Obala qui est à côté, tout ça, ils vont consommer vos œufs. Voilà. Mon côté, ils vont consommer vos œufs sans difficulté. Donc, pour vendre, vous n'aurez même pas les mots de tête. On se comprend. Pourtant, lorsque vous allez avoir un très grand cheptel, contrôler ne sera plus facile au niveau de l'alimentation parce qu'il n'y aura pas le marché. Le marché ne sera pas facile. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire une activité où vous serez sûr du marché. Pour les poulets Brahma, mon conseil à moi, c'est de commencer petit. Et le cheptel va grandir progressivement lorsque vous allez trouver le marché. Mais c'est pour les pondeuses, il n'y a pas de problème. Peu importe vos moyens, peu importe. Donc, s'il y a l'espace, vous lancez parce qu'on est déjà sûr que vous allez quand même écouler. Il n'y a pas la différence. Je vois. Maintenant, c'est la personne qui dit que non, même les poulets Brahma pondent. Les poulets Brahma pondent. On se comprend. Mais l'œuf là-bas, c'est combien? Le coût de revient de l'œuf, c'est presque 300. Justement. Tu vois, c'est pour ça qu'on vend l'œuf à 400. Alors que chez les pondeuses, l'œuf est à 75, 80, 100 francs maxi. Tu vois un peu la différence. Et tu ne peux pas produire les œufs de poulet Brahma pour dire que c'est pour la consommation. Non. Ton plateau revient à 12 000. Alors que l'autre plateau à côté à 2 000. Tu vas pas le plateau à 12 000 pour qu'il parte te manger. Non. Tu vois que c'est compliqué. Il est bien vrai que le fait riche, mais qui va demander ça au marché? Qui va dire qu'il veut le plateau de 12 000 pour mettre à la maison? C'est que tu vas rentrer avec ça comme ça, un enfant, tu vas tabasser l'enfant là. Voilà, non, c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc, justement, voilà autant d'éléments qui nous poussent vraiment à réfléchir sur le choix. Il faut réfléchir vraiment. Ensemble, vous allez trouver une solution. C'est pour les poulets de chair ici. On se comprend. Pour les poulets de chair ici, il va falloir toujours travailler le marché. On se comprend. Mais le poulet de chair, quand même, le marché là-bas est ouvert comparé au Brahma. On se comprend. Ça veut dire qu'ici, comme on est dans des zones un peu reculées, vous avez votre véhicule, vous savez que non, lorsqu'on produit là, il y a tel marché, il y a tel restaurant qui peut commander, vous portez, vous partez, vous livrez. Vous entrez en contact avec les grossistes. Quand ça atteint un bon point, vous les appelez, ils viennent acheter directement. Contrairement au poulet Brahma. Parce que moi, j'ai fait dans ça. On se comprend. Donc, je maîtrise les difficultés. Et plusieurs personnes m'ont appelé pour se plaindre. Tu vois, Hello, c'est quoi que tu nous as mis dedans? Tu fais les vidéos. Tu dis que ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que non. Quand j'ai eu du conseil, quelqu'un dit que non, commence petit, tu grandis en travaillant pour ton marché. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Oui. C'est que vous avez dit que les pondeuses, les gens sont capables de quitter même de la ville pour venir chercher ici sur place. Contrairement au poulet de chair. Donc, même à ce niveau entre les deux, je vois qu'il y a quand même un avantage du côté des pondeuses. Oui, bien sûr. Voilà. En fonction de la distance. On se comprend. Parce que les revendeurs de poulet de chair sont trop compliqués. Quand tu vas les appeler, ils vont te dire que non, tu es où? Tu es loin en Banjok, tu ne peux pas arriver là-bas. S'il arrive même, on se comprend, et que ton coût de production est peut-être même à 2800, il va te dire que non, si je viens là-bas prendre qu'à 2500, tu vois comment ça devient un peu. Voilà. Justement. Alors que pour les œufs, tu n'as pas de produit, tu n'as pas besoin qu'on vienne chercher. Tu peux même seulement une petite moto, une petite camionnette là. Dès qu'on produit là, on fait les jours de livraison, peut-être mardi, vendredi. Tu sors là comme ça, là, tu t'attends quand les boutiquiers, les femmes qui vendent les œufs, les cafétérias, tout ça là. Tu déposes. Tu n'as pas de mots de tête. D'accord. Étant donné que comme j'ai circulé presque partout là, je n'ai même pas vu de ferme. Vous allez voir que peut-être même ceux qui consomment les œufs ici là, peut-être ils prennent ça même à l'ouest ou à Yaoundé, loin là-bas. Pourtant ici, tu peux t'implémenter. Si tu fais toi ton marché tranquillement. Voilà, c'est pas toi qui dicte le prix. En parlant du dépôt d'œufs, c'est ça? Oui, moi, je n'ai pas encore vu de dépôt d'œufs. Tu fais un dépôt d'œufs. C'est toi qui dicte le prix. Parce que quand tu regardes, tu vas voir que c'est dans toutes les familles. On consomme à la rentrée. Chaque parent achète des abioles d'œufs. C'est ça qui fait ça. Ça veut dire qu'on faut déjeuner les enfants. Vous voyez, non, ça passe. Les boutiquiers, là, dans chaque boutique, il y a les œufs. Justement. Et tu vas vendre la viande de Faki à 12 000. Ça, c'est les problèmes que tu cherches. Voilà. Ok. Non, il n'y a pas.
Voilà. Non, il n'y a pas de souci, vraiment. Merci, hein, merci pour les éclaircies là. Merci. Oui. Bon, là, nous allons vérifier si le bâtiment construit ici respecte d'abord les normes zootechniques. Donc, nous allons commencer par l'orientation du bâtiment. Donc, généralement, à l'aide de ce matériel, filme ça. Donc, généralement, à l'aide de ce matériel, nous vérifions si le bâtiment respecte les normes. Donc, nous nous plaçons là, nous vérifions. Comme vous pouvez observer, voilà. Donc, vous voyez que le bâtiment, on vérifie si le bâtiment a été construit, si l'orientation du bâtiment est normale. Donc, comme vous pouvez observer là, vous allez voir que le bâtiment a été construit selon la direction est-ouest. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le bâtiment a été bien orienté. La construction du bâtiment déjà et le choix du site détermine, comme je dis généralement, plus de 40% de la réussite de votre projet. Parce que si vous construisez mal votre bâtiment, vous aurez beaucoup de difficultés lors de la production. Parce que ça sera un bâtiment où les pluies vont entrer dans le bâtiment. Ça sera un bâtiment où le soleil doit entrer dans le bâtiment et vous aurez forcément un taux de mortalité élevé. Et c'est comme ça que vous pouvez vous décourager et abandonner l'activité. Donc c'est pour cette raison que si vous voulez construire votre bâtiment, nous vous recommandons toujours de vous faire accompagner par des professionnels du domaine. Parce que quand vous faites accompagner par les professionnels du domaine, il vous permet d'éviter les erreurs des débutants. Et parfois, ça vous permet d'économiser plusieurs millions. Donc, pour ceux qui ont les projets d'élevage, de construction de fermes, d'accompagnement dans leurs projets, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Ciao.